tous, bienvenue dans le JT d'Aix-en-Provence pour ce mois de mars. Ce mois-ci, le JT sera axé sur les droits de l'homme dans le cadre de la Semaine des droits humains organisée par l'association Interface. Des étudiants de Sciences Po vont notamment intervenir pour présenter leurs différents engagements au sein de l'IEP et à l'extérieur. Pour commencer, voici les actualités des 2 dernières semaines. Dans la bande de Gaza, Israël continue les attaques malgré le cessez-le-feu du 19 janvier, tuant dans la nuit du 17 au 18 mars au moins 413 personnes selon le ministère de Santé du Hamas. Ce sont principalement des femmes, des personnes âgées et des enfants réfugiés dans les camps qui ont été touchés. Les frappes ont également détruit des dizaines d'hôpitaux. Selon Israël, néanmoins, ces attaques sont justifiées par le refus du Hamas de rendre les otages et un communiqué du gouvernement va jusqu'à affirmer que les combats ne cesseront pas tant que chaque otage sera remis au pays sain et sauf. En réaction, l'ONU condamne ces actions sans réels impacts néanmoins, d'autant plus que la Maison-Blanche a été consultée par Israël avant les bombardements et a donc donné son aval pour ces derniers. En parlant du gouvernement américain, les tensions entre l'administration du président Donald Trump et le pouvoir judiciaire du pays se renforcent. Le 15 mars, le juge fédéral de Washington, James Bonsberg, a ordonné la suspension pendant 14 jours de toutes les expulsions de migrants, en particulier celles visant environ 200 membres présumés du gang vénézuélien Tren de Aragua vers le Salvador. Cette décision était fondée sur l'invocation par l'administration Trump de la loi de 1798 sur les ennemis étrangers pour justifier ces expulsions. En réponse, le 18 mars, le président a appelé à l'expulsion et la destitution de ce juge, le qualifiant de lunatique de la gauche radicale, et a affirmé que sa politique migratoire avait été un atout lors des réélections et qu'il ne fallait pas aller à l'encontre de la volonté du peuple. Le président de la Cour suprême a rappelé que la destitution d'un juge fédéral ne devait pas être utilisée pour exprimer un désaccord avec une décision judiciaire, en soulignant la nécessité d'indépendance de ce pouvoir. Les autorités américaines ont malgré tout procédé au transfert de centaines de migrants vénézuéliens vers le Salvador, justifiant cette action par l'impossibilité d'annuler des vols préprogrammés. À côté de tout cela, l'une des principales préoccupations du président Donald Trump en ce moment est la guerre en Ukraine. Le 18 mars, Donald Trump et Vladimir Poutine ont convenu d'une trêve partielle, suspendant les attaques sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes pendant 30 jours. Néanmoins, cette trêve est conditionnée à l'arrêt total de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine, une exigence qui a donc été rejetée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui considère ces conditions comme un refus de mettre fin au conflit. Les dirigeants européens tels qu'Emmanuel Macron ou Olaf Scholz ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine, soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu solide et de négociations impliquant toutes les parties concernées. Enfin, en France, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, suspend un accord qui permet aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens de venir en France sans visa, en réaction au refus du gouvernement algérien d'accueillir une 60aine de ses ressortissants que la France souhaite expulser. Cela rompt un accord fait en 2007 qui permettait des rapports d'amitié et de coopération entre les deux pays. Bruno Retailleau déplore sur X qu'une riposte graduée sera mise en place face au refus de l'Algérie d'appliquer le droit international. Le gouvernement algérien dit refuser de céder aux velléités du gouvernement français. Pour finir, dans le conflit entre la République démocratique du Congo et du Rwanda, les négociations de paix semblent stagner. Le M23, une milice armée soutenue par le Rwanda et qui opère actuellement en RDC, notamment dans la prise depuis janvier de villes stratégiques dans l'est du pays, n'a finalement pas participé aux accords de paix organisés par l'Angola. La milice accuse certaines organisations internationales de saboter les tentatives d'accords de paix, faisant notamment référence aux sanctions mises en place par l'Union européenne face à cette milice. Vous pouvez suivre les actualités hebdomadaires d'Aix-en-Provence sur Instagram pour être tenu au courant de l'avancée de ces événements. On va désormais laisser place à Lola qui va présenter une chronique sur les débats autour du programme sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle adopté en février 2025. La question de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle se trouve de nouveau au centre des débats dans le monde éducatif. Cet enseignement, contrairement à l'idée reçue, a été mis en place avec la loi du 4 juillet 2001 visant à donner une information et une éducation à la sexualité de manière progressive dans les écoles, les collèges et les lycées, à raison d'au moins 3 séances annuelles. L'éducation, quant à elle, est mentionnée dans la CIDE, adoptée le 20 novembre 1989 aux États-Unis, comme un élément intangible des droits de l'homme.
Cet enseignement occupe régulièrement le centre des débats éducatifs depuis que des militants opposés au mariage homosexuel ont associé celui-ci à une promotion délibérée de la pornographie dans les établissements scolaires. Derrière cette manipulation se dissimulent des forces idéologiques qui sont à même d'agir aux échelles locales, nationales et internationales. Ainsi, on va se demander comment l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle constitue un combat culturel. À l'échelle locale, le mercredi 27 novembre 2024, un groupe de manifestants dans le Rhône, issus du syndicat de la famille 69, s'est rendu devant le rectorat de Lyon pour dénoncer le projet de programme d'éducation sexuelle élaboré par le ministère de l'Éducation nationale. Ce syndicat a été créé en 2023 et est associé au mouvement Parents Vigilants, issu du parti Reconquête de Éric Zemmour. Ce groupe de manifestants estime que ce programme n'a pas sa place à l'école car selon eux, le contenu qui serait exposé à leurs enfants a un caractère idéologique et hypersexualisant. Quelques semaines plus tôt, le Courrier de l'Ouest se faisait l'écho d'un courrier adressé par une autre association de défense de la famille, SOS Famille, proche des milieux d'extrême droite, visant à faire interdire la publication d'un roman de Rebecca Ligueri, Le Club des enfants perdus, en lice pour le prix Goncourt des lycéens. On retrouve ici à l'échelle locale la même logique, la mobilisation d'une minorité active pour s'opposer au nom d'un souci éthique à une réflexion sur la question des relations entre les hommes et les femmes. À l'échelle nationale, le programme sur la vie affective, relationnelle et sexuelle a suscité de nombreux débats et critiques d'une partie de la droite et des milieux conservateurs. Mais après des mois d'aller-retour quant à son contenu, il a fini par être officiellement publié le jeudi 6 février par le ministère de l'Éducation nationale, témoigne France Info dans un article publié à cette date. Dans celui-ci, on retrouve l'objectif de mettre en place 3 séances annuelles obligatoires dans les écoles, collèges et lycées, comme fixé par la loi de 2001. Au programme des cours sur l'identité de genre dès la 3e, l'intersexualité en 4e et la sexualité est de nouveau mentionnée dans les objectifs globaux sous le nom de la lutte contre les discriminations énoncée à l'article 225-1 du Code pénal, notamment au sujet de l'orientation sexuelle. Cependant, la notion de transphobie n'y est pas mentionnée alors qu'elle avait été approuvée par les acteurs du Conseil supérieur de l'éducation. Pour que ce programme soit respecté, un dossier d'accompagnement de son application va s'ouvrir à la rentrée 2025. Concrètement, la mise en œuvre de cette éducation se fera sous le pilotage et avec le soutien des directeurs d'école ou des chefs d'établissement et avec le conseil d'inspecteurs et de personnels sociaux et de santé. L'État va mettre en place des formations en présentiel et en ligne sur la plateforme Magistère destinée à tous les agents. Lors de ces séances, il est prévu que des professionnels extérieurs interviennent, ce qui a créé l'émoi de nombreux syndicats conservateurs, comme le syndicat de la famille, dénonçant une posture militante et la véhiculation de contenus idéologiques de la part des associations qui interviendraient. Face à ça, le procureur de la République a précisé que les intervenants extérieurs n'enseigneraient pas, mais viendraient seulement apporter leurs expertises en complément de la séance conçue par l'enseignant. De plus, TF1 Info nous informe dans un article publié le 11 février que l'association SOS Éducation a lancé une pétition contre ce programme qui leur semble outrancier, même en 2025, récoltant plus de 57 000 signatures. SOS Éducation déclare que ce programme pourrait, je cite, provoquer un choc traumatique. Mais des études démontrent qu'aucune conséquence traumatisante n'a été observée. Au contraire, on relève que sur l'ensemble des enfants participants, 5% ont signalé un abus sexuel passé ou présent. Enfin, l'UNESCO nous informe que la documentation montre systématiquement qu'une éducation sexuelle de qualité a des effets positifs sur la santé avec des effets à long terme. Pour finir, à l'échelle internationale, c'est à nouveau vers les États-Unis que nous nous tournons. La nomination à la tête du ministère de l'Éducation de l'ancienne responsable de la Fédération internationale de catch, Linda McMahon, interrogeait déjà sur l'importance que pouvait revêtir la question de l'éducation aux yeux de Trump. La vision caricaturale des rapports hommes-femmes donnés par ce spectacle laisse augurer des lendemains inquiétants pour les questions de discrimination sexuelle aux États-Unis. Sur le site d'Euronews, le 22 février 2025, nous apprenons que le président des États-Unis a signé plus de 100 décrets lors de son investiture, parmi lesquels celui-ci disant « À partir d'aujourd'hui, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera qu'il n'y a que deux genres, l'homme et la femme ».
On a cru à une coquille, une confusion entre les mots sexe et genre, mais pas du tout. Il s'agit tout simplement de la négation de la notion de genre. La conséquence directe de cela est l'interdiction qui est faite à toute personne de distinguer son genre de son sexe biologique. Quelques jours après, le 5 et 6 février, la presse internationale se faisait l'écho du bannissement des compétitions féminines américaines des athlètes transgenres, Keeping Men Out of Women's Sport, au nom de la défense du sport féminin. D'après de nombreuses études, il n'y a pas d'avantage systématique des athlètes transgenres sur les athlètes cisgenres, que les éléments dépendent de la nature du sport, de la forme, de la transition. En revanche, pour les associations de défense des droits des personnes transgenres, une chose est sûre, le combat n'est pas pour une équité sportive, mais pour une invisibilisation sociale. Aujourd'hui, c'est tout un plan de la société américaine qui est menacé, car la prochaine cible pourrait être le Title IX de 1972. Il s'agit d'une loi fédérale américaine qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans les programmes d'éducation et des activités bénéficiant d'un financement libéral. On tire à travers ces 3 faits d'actualité un même fil, celui de la remise en question des acquis des mouvements nés depuis les années 70 sur les rapports hommes-femmes. Une contre-révolution culturelle est en cours, regroupant les milieux ultra-conservateurs, religieux, catholiques, musulmans et juifs, les apprentis sorciers de la technologie et les turifères des discours déclinistes. Si cette contre-révolution attente aux droits des femmes, elle met fondamentalement en péril les équilibres des sociétés démocratiques. Merci Lola. Maintenant, on va accueillir Oran et Lise sur le plateau qui vont nous expliquer un petit peu comment va se dérouler les TED Talks sur les droits humains. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce TED Talk étudiant, un moment d'échange où des étudiants engagés vont partager avec vous leur expérience associative. S'engager, oui, mais comment ? Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions en vous montrant que chaque engagement, à son échelle, peut avoir un impact réel. Cet événement est organisé par Interface et Hertz dans le cadre de la Semaine des droits humains. Vous connaissez sûrement Interface, l'association solidaire et humanitaire de l'IEP. Avec nos 7 pôles, nous organisons tout au long de l'année des événements engagés. Et nous avons besoin de vous pour les faire vivre. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous envoyer un DM sur notre compte Instagram. Du coup, la Semaine des droits humains, elle va se dérouler du 31 mars au 4 avril et c'est l'un de nos projets phares. Chaque jour, il va être dédié à une cause spécifique pour sensibiliser, défendre les droits humains et surtout dénoncer leurs violations. Donc tout au long de la semaine, on va vous donner rendez-vous pour beaucoup d'événements, donc comme une conférence sur les violences intrafamiliales, un cocktail caritatif et un concours d'éloquence, mais bien plus encore. Donc pour en savoir plus, rendez-vous sur notre Instagram. Donc aujourd'hui, on accueille 2 étudiants qui vont partager avec vous leur engagement et prouver que chacun peut agir à son niveau. Donc pour commencer, Mathieu, il va présenter son comité de soutien aux femmes afghanes et iraniennes. Et ensuite, Hugo nous parlera du mouvement de protection des droits humains qu'il vient de créer avec les familles de 3 détenus en Iran et les actions qu'il mène. On vous laisse la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Mathieu Capecchi et je suis élève en première année. J'ai eu la chance de pouvoir me battre en faveur de plusieurs causes au cours des dernières années, contre l'isolement des seniors, des sans-abri et plus largement pour le respect des droits humains. Cependant, aujourd'hui, j'aimerais présenter mon combat en faveur d'une cause toute particulière. Un combat dont nous, en France, avons toutes et tous connaissance, mais qui est peu mis en avant au quotidien. Ce drame, c'est un drame silencieux, puisque ces victimes vont jusqu'à être légalement interdites de s'exprimer à voix haute dans l'espace public. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un combat auquel nous toutes et tous pouvons prendre part. J'aimerais aujourd'hui mettre en lumière les cruelles atteintes aux droits humains commis par 2 régimes en place depuis bien trop longtemps. J'aimerais aujourd'hui vous inviter à manifester chaque jour votre soutien aux femmes d'Iran et d'Afghanistan. En effet, en août 2024, le régime des talibans en Afghanistan promulguait une loi interdisant aux femmes de s'exprimer à voix haute dans l'espace public, car étant, je cite, contraire à la morale talibane. Tandis que cette même année, 31 femmes furent exécutées en Iran pour leur défense des droits humains. Ces exemples ne sont malheureusement qu'un ridicule échantillon des très nombreuses atteintes aux droits des femmes commises par les gouvernements de ces 2 pays. Des interdictions d'aller à l'école, à l'obligation de porter en permanence un voile intégral, au point que de très nombreuses organisations qualifient aujourd'hui ces 2 régimes comme régimes où sévissent un apartheid de genre. C'est alors d'un fort sentiment de compassion,
dont nous sommes, nous toutes et tous, saisis. Mais sans cependant que soit manifesté au quotidien notre soutien à ces femmes victimes quotidiennes d'oppression, de torture, de viol, parfois d'exécution, pour le simple fait d'être nées femmes en Iran et en Afghanistan. Mon objectif est alors clair, mettre en lumière, au moyen de nombreuses actions collectives, ces atteintes aux droits des femmes et plus largement aux droits humains, afin d'enclencher une mobilisation globale, nationale, en soutien à toutes ces femmes. C'est dans cette initiative que j'ai récemment créé le comité de soutien aux femmes afghanes et iraniennes, une association ayant pour but de mettre en avant ce combat notamment dans le sud de la France et auprès des jeunes, des étudiantes et des étudiants. Cet objectif, il s'est progressivement construit autour d'une grande figure du mouvement Femmes, Vie, Liberté, une héroïne à laquelle je souhaite aujourd'hui également rendre un hommage, la lauréate du prix Nobel de la paix 2023 et non de la promotion 2024-2025 de Sciences Po Ex, Narges Mohammadi. Narges Mohammadi, c'est une journaliste iranienne, une militante pacifiste pour les droits de la femme et des citoyens en Iran, emprisonnée depuis plus de 10 ans par le régime pour sa dénonciation de l'utilisation du viol comme arme de répression massive. Or, incarnation de l'expression « l'espoir fait vivre », Madame Mohammadi fait preuve d'un courage qui défie l'entendement, car elle continue son combat, même à l'intérieur de la prison, par quelque action de contestation non violente que ce soit. Narges Mohammadi est pour moi un immense modèle, et une importante source de mon engagement. Mais, bien que courageuse porte-étendard de la cause des femmes afghanes et iraniennes, elle n'est malheureusement qu'une parmi des millions. C'est car le combat de Narges Mohammadi est un combat immense que je souhaite notre mobilisation nationale, afin d'envoyer un clair et fort message de soutien à toutes ces femmes, et à toutes celles étant victimes d'oppression et d'atteinte à l'intégrité de leur propre corps à travers le monde. J'insiste là-dessus, ce combat est universel. Il nous concerne toutes et tous. C'est un combat contre la dictature, contre le viol, contre la torture, contre la peine de mort, pour la liberté et pour les droits humains. Personne ne peut rester insensible à la douleur de ces femmes auxquelles on enlève les droits les plus fondamentaux. Personne ne peut rester insensible au combat d'une mère, Narges Mohammadi, qui n'a pas vu ses enfants Ali et Kana Rahmani depuis plus de 10 ans. Nous ne sommes pas, mesdames et messieurs, spectatrices et spectateurs, mais actrices et acteurs de l'histoire. Et il nous faut alors collectivement, nous toutes et tous, transformer dès aujourd'hui cette indignation en action. Et notre association, le comité de soutien aux femmes afghanes et iraniennes, a pour but de fédérer cet engagement. Narges Mohammadi, tout comme Cécile Colère, otage française arbitrairement retenue en Iran depuis plus de 3 ans, sont dans un état de santé critique. Et à une heure où le nombre d'exécutions ne cesse d'augmenter dans ces deux pays, notre soutien est urgent. Nos actions peuvent avoir de l'impact. Et c'est pourquoi mon comité et moi organisons notamment le 2 avril, soit le mercredi soir de la semaine des droits humains, sur le parvis de l'IEP à 20 h, une veillée en hommage à toutes ces femmes, au cours de laquelle nous lirons et entendrons des témoignages, mais au cours de laquelle chacune et chacun pourra surtout venir signer une grande banderole que nous enverrons en Iran à Cécile Colère, afin de lui manifester toutes et tous notre soutien. Mais cet événement ne sera que le premier d'une longue série d'actions collectives menées en partenariat avec de nombreuses associations, notamment Amnesty International, mais également le comité de soutien aux droits de l'homme en Iran, qui est basé à Paris, et tant d'autres. Cette association, l'association que j'ai eu la chance de créer, a pour but, en effet, non seulement de faire ses propres actions, mais également de joindre nos efforts à ceux de toutes les autres associations de défense des droits humains en Iran et en Afghanistan. De se joindre à leurs actions à petite, moyenne et grande échelle. De se joindre à leurs campagnes de sensibilisation, à leurs campagnes de signature de pétitions, à leurs manifestations et à tant d'autres actions. Ce comité a pour objectif de sensibiliser au sein des lycées, d'universités et partout ailleurs, pour inviter chacune et chacun à se joindre chaque jour à cette lutte pacifiste et non violente, qui n'a pour but que d'envoyer un message de soutien si grand, si fort et si beau à toutes ces femmes, qu'il saura dépasser toutes les frontières et tous les murs qui nous séparent. Pour cela, mesdames et messieurs, j'ai besoin de votre aide. Faisons dès aujourd'hui entendre notre voix, car ensemble rien n'est impossible. Je vous remercie. Et maintenant, on va accueillir Hugo qui va nous parler de ses engagements et de l'association Appel Humaniste. Bonjour, alors je suis Hugo et je vais vous parler de mes engagements et notamment de ce qui m'a poussé à créer l'association L'Appel Humaniste. Alors, donc mon engagement pour la protection des droits humains n'a pas commencé sur le terrain, mais dans un forum européen l'année dernière à Milan, en Italie, lors du European Youth Debate. J'ai eu la chance d'intégrer le comité sur la protection des droits humains où nous avons cherché à innover, à proposer des mesures concrètes et à porter la voix des jeunes auprès de l'Union européenne.
Aujourd'hui, l'Europe est face à des défis majeurs. Depuis la crise migratoire de 2015, les divisions entre États membres sur la répartition des demandeurs d'asile persistent, entraînant des politiques de plus en plus strictes et des controverses sur des pratiques illégales comme les pushbacks en Grèce. La montée du populisme et les extrêmes ont conduit à des décisions qui parfois bafouent les droits fondamentaux des migrants. Face à cela, nous avons proposé des solutions, plusieurs solutions, au nom de la jeunesse européenne. Tout d'abord, nous avons proposé des centres d'asile gérés directement par l'UE, une surveillance indépendante des pushbacks avec des sanctions, un délai d'asile réduit à 3 semaines avec une évaluation progressive, un registre européen des migrants pour une gestion coordonnée, et enfin un fonds européen unifié pour l'intégration des migrants. Mais mon engagement ne s'est pas arrêté là, et comme je vous l'ai dit, ça m'a poussé ensuite à créer l'appel humaniste. Ces derniers mois, j'ai pris conscience que la menace pesant sur les droits humains ne concerne pas seulement certaines communautés, mais potentiellement chacun d'entre nous. C'est une prise de conscience qui m'a bouleversé, notamment en découvrant l'histoire d'un homme, que la mère d'une amie connaissait. Cet homme, c'est Olivier Grondeau. Olivier a 34 ans. C'est un voyageur infatigable, un grand lecteur. Ses amis disent de lui qu'il est jovial, curieux, toujours prêt à écouter et à apprendre. Depuis plus de 10 ans, il parcourt le monde en privilégiant la marche ou le stop à la rencontre des cultures et des peuples. En octobre 2022, il pose de nouveau son sac en Iran, un pays qu'il affectionne particulièrement. Mais alors qu'il s'apprêtait à rentrer en France, il est arrêté de manière totalement arbitraire et sans preuve le 12 octobre 2022. Aujourd'hui, 889 jours sont passés. 889 jours de détention injuste et 889 jours de détresse. Son état de santé mentale se dégrade et il nous en a fait part dans un appel qui est publié sur libertépourolivier.fr. Et comment pourrait-il en être autrement ? Chaque jour, il vit dans la peur constante d'être envoyé au quartier 209 de la prison d'Evin, où sont détenus aussi Cécile Kohler, comme l'a dit mon ami, et Jacques Paris, qui sont chacun dans une cellule sans fenêtre, éclairée et surveillée 24 heures sur 24, dont ils ne peuvent sortir que 3 fois par semaine pendant 30 minutes dans une cour. Ils dorment à même le sol et les rares contacts qu'ils ont avec leur famille sont courts et sous haute surveillance. Ils n'ont aucun contact avec leur ambassade et sont privés d'avocats indépendants. Olivier, Cécile et Jacques ne savent pas ce qui les attend. Dans 1 heure, dans 1 an, cet endroit est un lieu terrifiant où certains prisonniers ne reviennent pas, parce que leur condamnation à mort a été exécutée. Cette injustice, cette souffrance insupportable qu'ils endurent, c'est cela qui m'a fait comprendre que les droits humains ne sont jamais acquis. Ils sont fragiles et leur protection nécessite l'action de chacun. C'est pourquoi, avec plusieurs amis, nous avons créé l'appel humaniste, à Paris, mais aussi dans toute la France. Un mouvement de jeunesse qui donne une voix aux victimes, soutient les familles et rend visibles les injustices, où qu'elles se produisent. Notre objectif est clair. Premièrement, construire un réseau de jeunes engagés, prêts à défendre les droits humains partout où ils sont menacés. Ensuite, redonner une voix aux victimes et aux familles injustement persécutées. Faire pression sur les gouvernements et les institutions pour que les droits fondamentaux soient protégés, comme dans le cas d'Olivier, et Cécile et Jacques. Passer à l'action, pas seulement avec les mots, mais avec des mobilisations concrètes. Et à vrai dire, nous avons déjà commencé. Cet après-midi, nous distribuons des flyers informatifs pour sensibiliser la situation d'Olivier, Cécile et Jacques, mais surtout la semaine prochaine, nous serons à Paris avec leurs familles, devant l'ambassade d'Iran pour marquer les 900 jours de détention d'Olivier et demander leur libération. D'ici avril, plusieurs conférences seront organisées à Paris et Aix-Marseille avec des avocats, des chercheurs et des témoins pour amplifier notre combat. Mais ne nous arrêtons pas là. Notre mission ne se limite pas à ces cas, elle concerne toutes les victimes de violations des droits humains partout dans le monde. Si vous aussi vous refusez l'injustice et si vous croyez que chaque voix compte, alors rejoignez-nous. Parce que le silence ne sauve personne, l'action, elle peut tout changer. Merci à vous et merci à Mathieu. Merci à tous d'avoir suivi ce JT d'Aix-en-Provence pour les actualités du mois de mars et merci à Interface pour votre participation. Merci à Nora pour l'invitation et merci aux garçons qui sont venus présenter leurs initiatives. On vous laisse consulter leur compte Instagram pour plus d'informations ainsi que le compte Instagram d'Interface pour avoir plus de précisions sur la semaine des droits humains.